Le dernier chapitre concerne le diagnostic et le travail du sol. Avec d'abord un mot sur la notion de fertilité. C'est un jugement global de la valeur de la qualité d'un sol qui est nécessaire à la satisfaction d'une production végétale pour obtenir des quantités économiquement viables en respectant le milieu et en assurant la pérennité du système de production dans la durée. Donc cette fertilité va être définie selon 3 composantes essentielles, physique, chimique et biologique. Et cette notion fait à la fois appel à la capacité de stockage du sol, donc la CEC, et la quantité de nutriments, ainsi que leur biodisponibilité pour la culture. Cette notion de biodisponibilité sera plutôt abordée dans le chapitre sur la fertilisation. On peut estimer la fertilité à partir de différents indicateurs, notamment grâce à une analyse de terre qui va, à partir d'un échantillon robuste, représentatif de la parcelle, et des horizons colonisés par les racines, correctement conservés lorsqu'on veut faire des analyses biologiques, à des températures et pendant une durée appropriée, dans des laboratoires donc agréés par le ministère de l'Agriculture, et accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui est garant justement des méthodes utilisées, qui sont standardisées, et de la traçabilité des résultats. Les caractéristiques analysées donc, sont les caractéristiques physiques, la structure, estimation notamment de la réserve utile en eau, la proportion d'agrégats stables, la texture du sol évidemment, sa composante fixe, donc la granulométrie, le pH et le taux de matière organique. On aura également une caractérisation chimique avec l'abondance des minéraux fertilisants, donc nitrate, phosphate, potassium. Et puis les caractéristiques biologiques avec la biomasse microbienne, dont les bactéries cellulolytiques et nitrificatrices, importantes pour la dégradation de la matière organique et le cycle de l'azote. Et au cas par cas, mais en général ces informations sont fournies, la capacité d'échange cationique, la CEC, l'indice de pouvoir chlorosant, notamment pour la sélection de porte-greffes qui soient résistants au calcaire dans le cas des cultures pérennes, puisqu'il s'agit d'un engagement, d'une pratique culturelle qui engage sur la durée, qui a des conséquences sur la durée, donc c'est quelque chose qui doit être effectué avant le choix. On va également évaluer le milieu biologique du sol, avec des dénombrements de micro-organismes par la technique classique d'ensemencement-dilution, que je rappelle ici, mais c'est une technique vraiment de base de la microbiologie, qui n'a rien de particulier avec l'analyse de sol. Donc 1 gramme de terre est mis en suspension dans 1 litre d'eau, on dilue donc successivement par un facteur 10, et chaque solution diluée est ensemencée sur un milieu artificiel. Après incubation, la culture qui ne présente qu'une seule colonie correspond à la dilution, qui dans le volume ensemencé ne renfermait qu'un seul germe. Et donc on en déduit, connaissant la dilution justement pour obtenir une seule colonie, la densité microbienne dans la solution de départ en nombre de germes par gramme de sol. Donc les ordres de grandeur qu'on obtient sont de l'ordre de 1000 pour azotobactères et puis de 10 puissance 7, 10 puissance 8 pour les bactéries cellulolytiques. On peut mesurer l'activité microbienne, notamment par la production de dioxyde de carbone ou la quantité d'ATP, les activités enzymatiques, qui mesurent la disparition du substrat introduit ou préexistant, c'est des choses qu'on trouve dans les publis, et le pouvoir ammonificateur. Donc là, on va chercher les activités biologiques qui peuvent spécifiquement dégrader la matière organique azotée, les protéines. Donc on ajoute des peptones à un échantillon de terre, ce sont des composés qui sont faciles à dégrader, et on les incube dans des conditions standards. On va doser ensuite l'ammoniac émis, issu de la dégradation des peptones, après quelques jours. L'état du sol est important pour estimer sa fertilité. Plus le sol est en bon état, normalement, moins on a besoin de le travailler. Un sol pauvre en matière organique et en activité biologique s'affaisse, se compacte de façon spontanée. Donc la règle d'or, de toute façon, c'est, en agriculture, ne pas travailler un sol trop humide. Parce que là, le tassement et les conséquences sont dramatiques pour le sol. Ce qu'on a souvent comme structure de sol, disons structure macroscopique, c'est des mottes présentes en surface, mais une compaction en profondeur. On va le voir avec ce qu'on appelle la semelle de labour en particulier. Ce qui va favoriser l'état du sol, évidemment, c'est son drainage, l'apport de compost, les engrais verts inclus dans la rotation, le chaulage éventuel en cas
besoin de correction du pH, et de pratiquer les opérations à des moments adéquats en évitant notamment les périodes humides. Les objectifs du travail du sol vont être de fertiliser le sol au sens large. Donc promouvoir le développement des racines, la nutrition et la vie biologique du sol, et donc la minéralisation de la matière organique. Donc on a des opérations d'ameublissement, de décompactage, d'aération et éventuellement d'enfouissement de la matière organique. Il va également s'agir de préparer le lit de semences, donc c'est-à-dire une couche de terre fine de quelques centimètres qui protège la graine avant la levée de la plante, et de procéder à des désherbages mécaniques. L'aération d'abord, donc c'est un point important. Il concerne surtout la couche superficielle. Vous avez ici une couche travaillée au vibroculteur, qui est un outil qui procède à une pulvérisation assez intense du sol. Eh bien, on a de l'air, des pores, donc des racines et de l'activité biologique. La terre est structurée et poreuse. Et dessous, dans la couche non travaillée, il n'y a pas de porosité, les racines ont du mal à pénétrer. Et on ne peut obtenir une amélioration de cette situation que de façon très lente, très progressive. À moins d'effectuer un décompactage profond, donc ça c'est une opération importante, donc la profondeur d'enracinement est très importante pour assurer le rendement. Si vous avez déjà fait des cultures de tomates sur votre terrasse en pot, etc., vous savez que la taille du pot est très importante, même en bombardant avec du fertilisant. La taille de ce qui peut être exploré par les racines va conditionner au final la taille des plantes. Donc vous avez ici un exemple avec des racines donc, de maïs qui peuvent explorer en profondeur dans la photo de gauche et qui butent sur une zone compacte dans la photo de droite, et on voit que les racines partent à l'horizontale et n'explorent pas le volume de terre. Les sols sableux se compactent aussi. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est les sols lourds de type limono-argileux ou argileux qui vont se compacter le plus, mais les sols sableux aussi. La différence, c'est qu'il faudra moins d'efforts pour décompacter un sol sableux qu'un sol argileux. Donc l'idée du décompactage, c'est de renverser le cycle de compaction. On va jouer avec les cycles naturels de gel, de dégel, de sécheresse et la vie du sol. Tous ces éléments, le gel et le dégel, par exemple, créent des fentes, la sécheresse aussi. Et bien sûr, la vie du sol va créer des galeries qui sont susceptibles de bien améliorer l'état des sols compactés. On va également pouvoir faire un travail profond du sol. On aura un résultat dans ce cas-là qui est plus rapide, mais une recompaction inévitable si la structure du sol n'est pas stabilisée, notamment par la vie du sol. Donc ici, vous avez la possibilité d'éviter un effet yo-yo en drainant le sol et en incorporant de la matière organique, des engrais verts, ou en procédant à un cholage en cas de sol mal structuré. Donc vous voyez ici, dans cette succession de photos, on part d'en bas à gauche, on va jouer avec le travail du sol, le gel, le dégel, l'activité biologique, et on voit que l'activité biologique est ce qui donne, in fine, le meilleur résultat pour éviter la compaction. On va également jouer sur la teneur en matière organique. Vous voyez un sol ici, dans la photo de droite, en bas, un sol pauvre en matière organique. Lorsqu'on le met dans l'eau, lorsqu'on met une petite motte dans l'eau, eh bien, il se déstructure complètement. Je vous renvoie au chapitre qui a déjà évoqué ce problème de flocculation. Et donc, on a des colloïdes dispersés, en fait. Et puis, si on enrichit en matière organique, on va faire jouer le complexe argilo-humique et obtenir des structures. Et la motte va se tenir dans l'eau pendant beaucoup plus longtemps. Le sol compact concerne les sols labourés. Et donc, on aura une semelle de compaction à 20 cm sous la zone labourée. Et puis, donc 20 cm disponibles pour les racines. Si on utilise un vibroculteur qui est beaucoup plus superficiel, eh bien, on aura seulement 8 cm de terre meuble disponible pour les racines, ce qui va impacter le rendement. Donc, préparer un lit de semences n'est pas suffisant sur un sol compact. Il va falloir procéder à un travail du sol. Donc, vous avez à gauche ici un sol en bon état, où on peut se contenter d'un travail superficiel. On le voit parce que les racines pénètrent profondément dans la terre. Et puis, à droite, un sol compacté, on voit très dense, et les racines ne pénètrent pas, il faudra un travail profond. Alors justement, voyons les différentes techniques maintenant
de travail du sol en commençant par les techniques de travail profond. Tout d'abord le labour, qui est encore assez largement utilisé, qui consiste en fait à utiliser un outil qu'on appelle une charrue pour retourner une bande superficielle de couche arable, donc 20 à 30 cm, pour l'incorporer complètement et faire remonter les horizons de profondeur. Donc on a un effet de retournement d'une lame du sol. Et ceci avant, évidemment, d'ensemencer ou de planter. Donc dans le schéma de gauche, dans la photo de gauche, vous voyez la charrue, et puis la charrue en action, et un schéma qui présente bien ce qui se passe sur la Terre. Donc c'est que la partie superficielle se retrouve en bas, 30 cm à 30 cm de profondeur. Donc on va obtenir des sillons avec tout un vocabulaire pour définir les différentes parties du sol labouré. Donc le guéret s'appelle le terrain non labouré. On a une bande en cours de détachement, donc qui est sous la charrue. Une bande retournée, vous voyez, donc qui vient se poser sur les autres bandes retournées précédemment. Et on va avoir ce qu'on appelle le fond de raie et le sillon. L'effet recherché par un labour, c'est la fragmentation des sols et la destruction des zones compactées dans les 30 premiers centimètres. L'idée est aussi d'enfouir les stocks d'adventices, de mélanger les résidus de récolte du précédent cultural au sol, et de favoriser le drainage, notamment pour les pluies d'hiver ou de printemps. Les précautions, évidemment, on va éviter de labourer en période humide, qui va favoriser le compactage, ou en période sèche, qui va faire de très grosses mottes qui ne sont pas l'effet recherché. Éviter le labour trop profond, puisqu'on a vu qu'il existe des horizons de terre accumulant des minéraux, mais parfois des zones au contraire de lessivage qui sont très pauvres et qui peuvent également, dans certains cas, contenir de l'aluminium qui est toxique. Donc éviter de faire remonter des horizons qui sont soit pauvres, soit toxiques. Et bien sûr, on va labourer dans le sens des courbes de niveau et non pas dans le sens de la pente pour éviter l'érosion. Les risques, c'est de favoriser l'érosion en laissant pas assez de matière organique en surface. Donc ça, c'est le risque principal, c'est qu'on obtient à la fin un sol nu. Et puis, deuxième risque très important, de créer une semelle de labour, c'est-à-dire un compactage répété au fond du sillon, avec un lissage du sol très important. Alors, il existe deux techniques de labour, pour faire simple, le labour dressé et le labour jeté, ou encore appelé labour à plat. Donc c'est l'angle que forment les bandes de terre avec le fond. Donc dans le cas du labour dressé, les bandes sont plus verticales. On utilise ça plutôt pour les labours d'hiver parce que ça favorise la circulation de l'air et de l'eau. C'est utilisé sur les sols argileux, qui sont peu drainants. Et on va profiter également des alternances gel-dégel pour structurer le sol. C'est aussi utilisé sur des sols limoneux battants pour conserver des mottes qui vont limiter plus tard la création d'une croûte de battance. Le labour à plat, il est plutôt fait peu de temps avant le semis. Il incorpore de la matière organique telle qu'un fumier épandu et il enfouit les graines adventices. Si vous avez un labour trop plat, vous voyez des résidus qui se retrouvent enfouis en fait complètement sans circulation d'air au niveau de la semelle de labour. Et ça, c'est très peu favorable à l'évolution de la matière organique. Donc à la libération de minéraux nutritifs. Il y a les labours de printemps en mars-avril, donc pour l'implantation bien sûr des cultures de printemps sur les sols plutôt limoneux ou légers. On fait des labours à plat pour faciliter les travaux ultérieurs en fait rapidement. Par exemple la préparation du lit de semences. Le risque c'est que ça favorise la battance sur les sols limoneux. Le labour d'été, donc en septembre-octobre, pour implanter des cultures d'hiver. On a les mêmes contraintes que pour le labour de printemps. Et le labour d'hiver, donc d'août à décembre, pour implanter des cultures de printemps l'année suivante. Donc on fait ça sur les sols argileux, où on va chercher à améliorer la structure du sol par le gel hivernal. Donc là, dans ce cas, on fait un labour dressé. Donc si il ne gèle pas ou que très peu l'hiver, il n'y a pas d'amélioration. Donc là, on est en lien direct avec aussi les conditions climatiques pour obtenir un résultat. Le risque aussi, c'est qu'on aura une levée très importante d'adventices à la fin de l'hiver. Le labour n'est jamais réalisé tout seul, il est suivi d'un travail superficiel, notamment à la herse, qui permet d'avoir par-dessus les sillons
et les mottes une couche de terre fine qui fera le lit de semences qu'on va présenter un peu plus tard. Deuxième technique de travail profond du sol, le chisel. Donc là, on travaille au-delà de 15 cm aussi. Mais cette fois, contrairement au labour, il n'y a pas retournement du sol. Il y a juste une scarification, c'est-à-dire qu'on crée une rainure, une griffe dans le sol. La portion centrale est fissurée et disloquée, donc on obtient un émiettement. Donc vous voyez en bas à droite le type de profil de sol qu'on obtient après le passage de cet engin. Ça se fait à l'aide de griffes, des dents extrêmement solides. C'est utilisé de façon aussi à incorporer des grandes quantités de débris sans découvrir totalement le sol. Donc on a un compromis entre un certain niveau d'enfouissement de la matière organique, qui va homogénéiser le sol sur une profondeur d'enracinement de 20 cm par exemple, et également un sol qui n'est pas laissé totalement nu. Donc plus il y a de résidus végétaux en surface, plus le travail doit être profond. On l'utilise donc comme déchômage dans les systèmes en non-labour. Quand on ne fait pas de labour, on peut faire passer un chisel, donc, qui va avoir pour effet d'arracher les résidus de culture, de les broyer un petit peu, sachant qu'on peut faire un hachage préalable des tiges restées en surface avec un broyeur. C'est très bon sur les sols sableux ou secs, ça évite l'érosion liée au labour. C'est moins adapté sur les sols lourds, argileux ou humides, parce que ça ne va pas fracturer correctement. C'est-à-dire que dans un sol collant, hydromorphe, on n'aura pas l'effet d'émiettement souhaité. Troisième technique de travail profond, la rotobèche, donc qui, elle, découpe des tranches verticales sur 20 à 25 cm de profondeur, parfois jusqu'à 50, et les projette vers l'arrière contre une grille pour les émietter. Donc ça, c'est souvent utilisé dans les sols très difficiles, au contraire, donc les sols très argileux et hydromorphes, c'est-à-dire qui retiennent l'eau. L'intérêt, c'est que contrairement au labour, on n'a pas de semelle de labour. C'est une action mécanique qui arrache des mottes, mais ne lisse pas en fond de sillon. On a des mottes qui sont plus petites, moins grossières qu'avec une charrue, donc le gel hivernal va être d'autant plus efficace. Les résidus de récolte sont mélangés sur toute la profondeur travaillée, ils vont se dégrader facilement. L'intérêt, vous voyez aussi, c'est que cette configuration laisse passer de l'air, donc va introduire une certaine porosité, et ça c'est assez favorable à l'évolution de la matière organique. L'inconvénient, c'est la relative lenteur, c'est long pour faire ce travail, et puis il faut des engins aussi qui soient assez puissants. Autre technique très importante, le sous-solage, donc qui va se pratiquer avec un instrument aratoire, donc tranchant, qu'on appelle une sous-soleuse ou un décompacteur. C'est très utilisé par exemple dans les cultures industrielles de betteraves sucrières. Il est constitué de plusieurs socs, donc plusieurs lames, qui visent à éclater le sol sur une profondeur d'au moins 50 cm. Donc vous voyez le type de profil de sol, on a une fente avec de la terre émiettée dedans. Là aussi, absence de retournement, contrairement au labour, et c'est au contraire intéressant justement pour casser une semelle de labour. C'est à employer évidemment en conditions sèches, et ça demande aussi, plus on travaille en profondeur, plus ça va demander de puissance de traction, dans des tracteurs plus puissants, plus coûteux, etc. L'effet recherché, bien sûr, c'est de décompacter le sol, d'augmenter le drainage, et d'augmenter la zone d'exploration des racines. Donc son efficacité, la largeur ameublie, va dépendre de la profondeur et de l'espacement entre les dents. Vous avez ici deux photos qui montrent à gauche en terrain argileux, à droite en terrain sableux, l'effet de ce sous-solage, de cette décompaction, avec la présence de ce qu'on appelle un V de décompaction. Donc la distance entre les V de décompaction dépend de la distance entre les dents. Et la quantité de terre ameublie dans ce V dépend de la profondeur, évidemment, à laquelle on a travaillé. Plus intensif, on passe au rotoculteur. Donc là, c'est un travail du sol extrêmement intensif. Vous voyez, ce sont des hachoirs, en fait, des lames qui tournent et qui vont hacher la terre sur une couche superficielle, sans le retourner. Donc c'est un travail plutôt superficiel, qui incorpore les résidus, et qui est utilisé souvent pour préparer un lit de semences. Donc notamment lorsqu'on a des graines qui sont très petites, et qu'il faut protéger.
Les risques, hein, ou les inconvénients, c'est que ça nécessite une force de traction très importante. C'est lent, en hectares par heure traité. Ça pulvérise trop le sol, en fait. On est dans une dynamique là d'agriculture extrêmement intensive. Et on peut être amené à faire un sous-solage de temps en temps parce que ça va quand même créer une zone non travaillée dessous qui peut se compacter. Donc c'est peu utilisé en céréales, sauf pour le riz. C'est surtout utilisé évidemment en maraîchage. Donc, vous voyez le type de profil obtenu, un sol complètement ameubli sur un sol non travaillé. Encore plus intensif, la rotobuteuse. Donc avec le rotoculteur. Donc cette fois, le sol passe plusieurs fois dans les lames à cause d'une vitesse d'avancement encore plus lente. Et ça forme un lit de semences extrêmement fin qui est recherché pour des cultures à haute valeur ajoutée, en maraîchage et en semences, production de semences. On va faire une butte. Donc là, le risque de lissage du sol est très important. On a une dégradation totale du sol. C'est une technique d'artificialisation du sol. On n'utilise plus du tout les propriétés naturelles du sol dans ce schéma. Maintenant, le vibroculteur. Donc, premier exemple de travail superficiel du sol. Le vibroculteur va préparer une couche fine de terre sous la surface. Donc, il y a un effet mécanique un peu particulier. C'est que la griffe vibre, elle n'est pas totalement rigide, et donc elle va faire un espèce de triage des mottes par taille, de façon à avoir des mottes plus grosses dessus et plus petites dessous. Donc vous voyez le profil obtenu. Ça fonctionne pas bien sur des sols trop durs, et s'il y a beaucoup de résidus en surface, ça va pas marcher. Donc on utilisera plutôt d'autres outils comme une herse à disque. Ensuite, il y a le cultivateur, qui est comme un vibroculteur, mais cette fois, les griffes ne vibrent pas. Donc, il y a un effet d'émiettement moindre. Il va produire un lit de semences plus grossier aussi. On peut quand même descendre plus profond que sur le vibroculteur et travailler un sol plus dur. Donc, on a des dents dites en pas de doigts, tout le profil, vous voyez, en alternance, en quinconce, et tout le profil de sol peut être travaillé. En travail superficiel, un grand classique aussi est le déchômage par une herse à disque qu'on appelle cover crop ou offset. Donc c'est des outils, vous voyez, ce sont des lames circulaires qui fendillent ou tranchent le sol sur une profondeur qui dépend de la taille et du poids de l'engin, à peu près 15 cm. Ça peut remplacer le labour en coupant les chaumes et en les mélangeant partiellement au sol par un mouvement de rotation. C'est un travail qui est souvent exécuté juste après la récolte pour pré-mélanger les résidus de récolte, détruire les adventices, éventuellement faire lever les graines adventices pour mieux les détruire après, favoriser l'infiltration de l'eau et faciliter le labour qui viendra plus tard. Vient ensuite la herse, donc, qui est un outil qui est muni de dents courtes, proches les unes des autres, et qui travaille vraiment en surface pour préparer ce qu'on appelle le lit de semence, donc cette couche de terre fine destinée à recevoir la semence. Elle a tendance à aplanir le sol, à pulvériser les mottes, donc à faire de la terre très fine, et enlève tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. On a une variante qui s'appelle la hersétrie, qui dispose d'un grand nombre de griffes souples, c'est la photo de droite. Vous voyez qu'elles sont très fines et souples et qui grattent le sol. Donc elles vont avoir un mouvement latéral. Donc elles vont vibrer un peu de gauche à droite en fait, ce qui va couvrir un peu plus de sol et avoir un effet d'arrachement des adventices. Des adventices qui viennent de germer. Donc ça, c'est très utilisé en désherbage mécanique, notamment en agriculture biologique, sur des cultures à enracinement profond qui ne vont pas être concernées par le passage de la herse, et ça permet de détruire les petites adventices qui viennent de germer. Ensuite, il y a le rouleau, qui va permettre de rappuyer le sol pour le tasser en superficie. Donc ça a un effet de nivelage et d'unification de la surface. Ça peut permettre aussi d'enfoncer les cailloux. C'est utilisé après ce semis de plantes fourragères de type prairial, le régras, donc c'est le gazon, avec qui présente des semences très petites. Donc on va tasser un peu le sol pour permettre d'entourer la graine correctement avec de la terre et de la laisser dans un contexte humide et la protéger. Ça favorise la remontée capillaire vers le lit de semences, donc on a une meilleure levée. Ça peut permettre d'émietter les mottes superficielles, juste par le poids du rouleau.
L'inconvénient, évidemment, c'est qu'on a un tassement, hein, c'est l'effet recherché en même temps, un tassement, cette fois en superficie, hein, pas tellement en profondeur, mais on peut imaginer que des passages répétés vont aussi tasser en profondeur. Et ça va favoriser la battance, puisqu'on va avoir un sol nu, très uniforme, avec peu de porosité sur la couche superficielle. Donc ça, c'est envisageable moins facilement sur les sols limoneux, sauf en conditions très sèches. Ensuite, il faut mentionner la bineuse, donc, qui est un travail superficiel, donc qu'on passe, qui consiste à faire passer une griffe entre les rangs après la mise en place de la culture. Donc l'objectif, clairement, c'est le désherbage, hein, destruction des mauvaises herbes dans l'interligne, dans l'interrang. Ça permet également de détruire une éventuelle croûte de battance, d'enfouir des engrais et de faciliter l'infiltration des eaux de pluie ou d'irrigation. Donc ça aussi, un outil qui est utilisé en agriculture biologique pour le désherbage mécanique. Enfin, il faut mentionner les techniques de paillage, donc qui consistent à déposer un film sur une planche de sol. Donc les planches donc, sont ces largeurs de terrain qui sont légèrement surélevées entre deux sillons. On utilise donc du paillage plastique, hein, comme le polyéthylène, ou plus rarement des plastiques biodégradables en amidon de maïs. Mais on peut également utiliser un paillage organique, donc qui va faire un mulch, on va le voir avec le bois raméal fragmenté BRF. Donc l'idée là est d'augmenter la température et l'humidité du sol, évidemment de complètement éliminer le risque d'adventice. C'est très pratiqué en maraîchage, hein, melons, fraises, asperges, salades. Ça favorise la vie du sol, hein, par maintien de l'humidité notamment, et ça va permettre de rendre les cultures plus précoces, puisque ça va... on va avoir un effet de réchauffement de la terre beaucoup plus rapide dû au paillage, ce qui augmente évidemment, bien sûr, le rendement, puisqu'on aura des temps de culture plus longs. L'inconvénient, évidemment, c'est la pollution, hein. Vous connaissez les mers de plastique en Espagne. Alors, il n'y a pas que les paillages, hein, qui sont concernés. Il y a les abris aussi, les tunnels, etc. Mais c'est relativement catastrophique du point de vue de la pollution au plastique. Donc, il existe des paillages plus naturels avec du bois raméal fragmenté. Donc c'est du bois, c'est des broyats de jeunes branches d'arbres en fait. Donc ça a été imaginé au Canada avec l'idée que cette introduction du broyat dans la couche supérieure du sol ou déposé en paillis, juste en le déposant en surface, va recréer, simuler un sol de type forestier avec beaucoup de matière organique carbonée en surface, qui va favoriser la pédogénèse, c'est-à-dire la création du sol. Ça apporte évidemment sur la durée de nombreux éléments nutritifs, hein, et de la matière organique au sol. Comme c'est très riche en lignine, ça favorise le développement des champignons, notamment mycorhiziens. Donc ça a un effet global d'amélioration de la structure du sol sur une certaine durée. C'est très recommandé pour restaurer un sol abîmé, restaurer sa fertilité, après des décennies de pratiques trop intensives. On peut mentionner aussi que ça va favoriser, ça va limiter la levée des adventices, ça va rendre leur levée moins favorable. Alors de plus en plus sur les exploitations intensives, donc on a une tendance quand même globale sur le long terme à l'intensification des pratiques agricoles, à l'échelle mondiale en tout cas. Je ne dis pas qu'au niveau local, il n'y a pas des tentatives de désintensification de pratiques de l'agriculture biologique et d'extensification. Tout ça est vrai, mais globalement, si on fait le bilan, il est quand même en faveur d'une ultra-intensification à très large échelle. Et donc, dans cet état d'esprit, on utilise des tracteurs de plus en plus puissants qui combinent des outils, donc en un seul passage. Donc ça fait un gain de temps, de main-d'œuvre, et ça évite de passer trop souvent le tracteur dans le champ, donc ça peut éviter le tassement. Mais on va passer des engins quand même très lourds qui contiennent une succession d'outils qui font plusieurs opérations en un seul passage. Donc là, évidemment, il y a autant de configurations que d'effets agronomiques recherchés. On peut combiner une bineuse avec un cover crop, etc. Alors comment est-ce qu'on intègre le travail du sol aux itinéraires techniques? On l'a assez largement évoqué, mais
Voyons ça de plus près. Donc, dans une culture, donc vous aurez les étapes suivantes, verticalement, la récolte du précédent, le broyage des résidus, suivi d'un déchômage éventuel, un travail profond, suivi d'un travail superficiel, en un ou plusieurs passages, enfin le semis, et puis d'éventuels désherbages mécaniques. Donc, toutes ces étapes qui ont un point vert là à droite font intervenir un travail du sol. Il y a des possibilités de travail simplifié du sol, où on va limiter le nombre d'interventions. Alors, le broyage des résidus, l'idée est de permettre une décomposition plus rapide de la matière organique et de pouvoir passer plus facilement les engins dans la suite des opérations. Le déchômage consiste à enfouir superficiellement les résidus de culture, à faire lever les adventices pour mieux les détruire après, et également à faire lever les repousses de la culture précédente. Parfois, ce qui salit entre guillemets une parcelle, c'est pas tellement des adventices, mais tout simplement les repousses de la culture précédente. Le travail profond vise à améliorer les propriétés physiques du sol, entre 0 et 35 cm, et notamment son exposition au climat, en particulier au gel. Il vise aussi à enfouir les adventices et les résidus de culture. Donc là, il y a deux techniques. Le labour, qui consiste à retourner une bande de terre, on l'a vu, et le travail profond sans retournement, donc un pseudo-labour ou un décompactage. Le travail profond va avoir un impact sur la vie du sol, et en particulier les vers de terre. Donc vous avez à droite, sur ce schéma, un travail du sol moyennement intensif avec une charrue ou une bineuse, par exemple, donc, qui va produire une destruction moyenne de l'habitat des vers. Donc ces vers, on va avoir les organismes en général et puis les vers en particulier, on va avoir les épigées, ce que vous avez indiqué avec la lettre A, qui sont en surface et qui habitent dans les litières. B, les endogées, qui sont dans des galeries superficielles. Et C, les anéciques, donc qui font des galeries verticales. Alors les anéciques ont un cycle particulier. Ils vont vers la surface aux zones humides et tempérées, donc au printemps et à l'automne. Et ils retournent en profondeur l'été et l'hiver. Donc évidemment, plus le travail du sol est intensif, plus la mortalité des vers de terre sera grande. Avec un travail du sol moyennement intensif, on a jusqu'à 25% de mortalité. Et avec un travail du sol intensif, donc on va avoir jusqu'à 70% de mortalité. Donc il faut bien intégrer ça. Le travail du sol a un impact sur la vie du sol. Ensuite, dans l'itinéraire technique, vient le semis. L'objectif, bien sûr, est de placer la semence dans un environnement favorable, qui permet sa germination, sa levée et l'enracinement. Donc il faut penser à tout ça. Et ça va permettre ensuite, en jouant sur l'espacement, la densité de semis, d'avoir une culture à croissance optimale, avec un peuplement, disons, équilibré, qui interagit bien avec le climat, et en faisant en sorte que les différentes plantes ne se gênent pas les unes les autres. Donc là, on va faire des choix techniques, on va travailler le sol donc, pour modifier les propriétés physiques en termes de température, d'aération, de structure. On va essayer de gérer l'environnement biotique en détruisant les organismes pathogènes ou en évitant les ravageurs. Donc le fait d'enfouir les graines permet d'éviter aux oiseaux, par exemple, et aux limaces de s'y attaquer. Et évidemment, on va choisir des espèces ou des variétés de semences selon leur faculté germinative, le pourcentage de graines qui germent effectivement, et leur énergie, c'est-à-dire finalement la vitesse avec laquelle la plante va se développer juste après la levée. Donc la technique ici consiste à préparer un lit de semences, c'est-à-dire dans les 5 premiers centimètres du sol, une couche de terre fine. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma de droite, donc qui est obtenu avec un travail superficiel, sur une couche labourée, par exemple, donc qui est obtenue avec un travail profond. Et dessous se trouve la zone du sol qui est non travaillée. Donc ce sont des opérations élémentaires pour préparer un lit de semences, d'émiettement, de tri d'émote, éventuellement de tassement avec un rouleau. Les graines, en ce qui concerne le semis, les graines sont également le plus souvent enrobées avec des produits phytopharmaceutiques, donc des pesticides, qui
qui sont souvent des insecticides de type néonicotinoïde, qui posent un problème maintenant, puisqu'on sait qu'ils perturbent fortement les insectes, et en particulier les insectes pollinisateurs, donc les abeilles, pas seulement les abeilles domestiques, mais aussi tout ce qu'on appelle abeilles, qui fait partie de la même famille d'insectes et que vous ne connaissez probablement pas, mais il en existe des centaines d'espèces qui sont sensibles à ces insecticides, qui se retrouvent après dans les écosystèmes. Malheureusement, ils ne restent pas simplement au niveau des graines, et qui détruisent donc une grande partie de la faune entomologique. Une remarque sur le semoir, donc il existe des semoirs de précision aujourd'hui qui permettent de répartir de façon précise et de positionner précisément la graine, à la fois donc l'espacement entre les graines et en profondeur. Ça permet ceci de diminuer la dose de semis. On peut faire une économie jusqu'à 25%, ce qui est énorme, de semences utilisées. On a également une tendance à diminuer la densité des cultures en prenant 25 à 30 pieds par mètre carré, par exemple, avec les variétés actuelles de colza. C'est intéressant parce que on compense cette baisse de densité, cette baisse de peuplement, par un meilleur développement de chaque plante. Donc voilà. On a plus de ramifications et finalement, on s'y retrouve au niveau du rendement. Alors la profondeur a un impact évidemment sur la levée, en particulier avec les espèces qui forment un thalle, c'est-à-dire un ensemble de tiges ramifiées comme ça, après la levée. Donc plus on sème en surface, plus il y aura un thalle large. La profondeur va également retarder, voire des fois parfois empêcher la levée. Néanmoins, elle protège la semence contre les ravageurs, et on a une modification des conditions physiques. Donc plus on est profond, plus le sol est froid, risque d'être humide et peu aéré. Donc il s'agit de trouver un compromis pour obtenir le meilleur de tous ces effets. Alors voici un exemple concernant le blé. On doit faire des choix techniques, notamment densité de semis. Combien de graines doit-on mettre par mètre carré? En fonction de l'objectif de peuplement final, on va partir de là en fait. On souhaite avoir tant de pieds de blé par mètre carré. Il doit tenir compte de la faculté germinative qui va être donnée par le fournisseur de semences, quel est le pourcentage de semences qui va effectivement lever. Les pertes à la levée, l'état du lit de semences après quelques semaines, le lit de semences peut avoir été modifié. Ça dépend beaucoup aussi du type de sol. Et puis des pertes qu'on peut attendre l'hiver en cas de culture d'hiver. On doit également tenir compte de la date de semis. On va le voir tout de suite avec cet exemple. Donc vous avez ici un tableau qui vous montre dans la colonne de gauche les points à considérer. Dans la colonne du milieu, on est sur un sol de limon argileux humide, et à droite, on est sur un sol argilo-calcaire superficiel. Donc pour chacune de ces colonnes, on divise en deux, avec deux dates de semis, un semis précoce au 1er octobre et un semis plus tardif au 5 novembre. Et bien vous voyez, donc on peut avoir des objectifs de peuplement en sortie d'hiver, en pieds par mètre carré, qui sont différents. On va désirer un peuplement plus important lorsque le semis est tardif, puisque chaque plante aura moins de temps pour se développer. Et donc on va avoir une perte de rendement à ce niveau-là qu'on va compenser en augmentant la densité de semis. Donc l'objectif, c'est 250 pieds par mètre carré, 255 pieds par mètre carré. On va faire le cas du sol limono argileux humide, si on sème au 1er octobre, et 420 si on sème au 5 novembre. Il faut à cela ajouter les pertes attendues l'hiver, donc c'est à peu près 10%. Donc on va rajouter respectivement 28 et 45 pieds pour tenir compte de ces pertes. Donc l'objectif du nombre de pieds à la levée est de 255 plus 28, 283, ou 420 plus 47, 467. Et il faut encore y ajouter les pertes au niveau de la germination, donc les pertes levées, qui s'élèvent à 20%, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement que 80% des graines semées qui vont effectivement lever. Donc on rajoute 71 et 117, et ça nous donne le nombre de grains à semer par mètre carré, donc 354 dans le premier cas, 583 dans le deuxième. Donc voilà comment on peut raisonner la quantité de semences à utiliser en connaissant
en ayant un certain nombre de références sur les performances de la levée et les performances des plantes après la levée. Que change la date de semis? C'est quelque chose d'assez important et qui va dépendre un petit peu des conditions géoclimatiques. Donc un semis précoce va augmenter la durée de végétation, ce qui a un impact positif sur le rendement. Ça permet également de semer avec des températures plus élevées, donc on aura une meilleure germination. Mais néanmoins, cela augmente les risques physiologiques liés au gel, par exemple, et accroît les risques parasitaires et les risques de flore adventice, puisque la flore adventice et les parasites vont se plaire aussi un peu plus du fait qu'on sème dans des conditions plus clémentes plus tôt dans l'année, donc plus tôt dans l'automne. Donc vous avez en bas donc un schéma qui présente les rendements obtenus en quintaux par hectare pour du blé, donc c'est la variété talent, dans deux zones, le Rhône et la Beauce, donc deux zones fertiles. Eh bien, vous voyez que si vous semez au 11 octobre, dans le Rhône, vous aurez un rendement de 84 quintaux, alors que si vous semez au 22 novembre, ce sera plutôt 73, et au 14 décembre, ça descend à 63. Donc on a quand même une différence, si on a 2 mois d'écart, on a une différence de 20 quintaux par hectare, ce qui est énorme. Cet effet a été mesuré également dans la Beauce, mais avec une amplitude moindre. Alors, dans le même registre que le semis, il y a le faux semis. Le faux semis est une technique qui permet de préparer un lit de semences comme si on allait faire une culture et semer, mais simplement pour déclencher la levée des adventices. C'est-à-dire qu'on crée les conditions favorables à la germination des graines présentes à la surface du sol. Et c'est pour mieux les détruire ensuite. Donc là, vous avez plusieurs options, la destruction mécanique, la destruction thermique, donc avec des brûleurs, hein, ou la destruction chimique, ou une combinaison. Donc l'objectif, c'est de gérer en avance les adventices, de faire germer tout ce qu'on peut, tout ce qui va facilement germer, pour pouvoir le détruire. Et l'idée est d'essayer sur le long terme, en pratiquant cette technique, de réduire le stock de graines adventices du sol, même si c'est relativement illusoire étant donné les quantités qui ont été mesurées dans les sols. C'est peu adapté évidemment aux implantations précoces en mars-avril parce que la température du sol est trop basse pour la lever, donc ça ne sera pas efficace. C'est un des seuls moyens de lutte contre les adventices en agriculture biologique, hein, avec évidemment les désherbages mécaniques, notamment à base de herse ou de herse-étrille. Il faut mentionner à ce stade les techniques de travail simplifié du sol, encore appelées TCS, techniques culturales simplifiées ou non-labour. Donc les objectifs sont simples, diminuer les temps de travaux et les charges, notamment en carburant, diminuer le compactage des sols, augmenter le taux de matière organique en surface, diminuer les risques d'érosion de ce fait, et valoriser un bon profil, bien structuré, bien drainé. Donc l'idée est d'intervenir le minimum, le moins possible sur les sols, de façon à obtenir un sol qui a un équilibre quasiment écosystémique, avec des cycles naturels qui permettent d'augmenter sa fertilité. Donc là, vous avez le pseudo-labour, donc, qui consiste à faire un travail profond, mais sans retournement, donc, pour remplacer le labour, dans la zone des 15-30 cm de profondeur. Donc le chisel, la rotobèche, la sous-soleuse. Ou juste un travail superficiel, dans les 15 premiers centimètres, avec par exemple un déchaumeur, le cover crop, ou un outil rotatif, rotoculteur, rotobuteuse. Il faut mentionner également le semis direct, qui est un semis sans travail préalable du sol. Donc ce semis direct est parfois précédé d'un désherbage chimique, donc c'est pas interdit, hein, donc c'est possible, d'un déchaumage, d'un broyage des résidus de la récolte précédente. Il est souvent nécessaire de procéder à une augmentation des doses de semis, puisqu'on s'attend à des pertes plus élevées, puisque le lit de semences n'est pas idéal. Et il faut également adapter les dates de semis, puisque les sols non travaillés vont se réchauffer moins vite. Donc on va semer plus tard au printemps ou plus tôt en automne pour les cultures d'hiver. Les inconvénients, ça nécessite un profil de sol structural favorable. Il faut déjà avoir un sol qui a une bonne structure, qui ne soit pas compacté. C'est-à-dire que la technique du semi-direct n'est qu'un élément
d'un ensemble de pratiques qui favorisent déjà un sol de bonne qualité. Il faut des semoirs spéciaux avec un chasse-débris pour écarter les pailles, et c'est peu compatible avec des rotations courtes en raison des maladies, des ravageurs, des adventices. Donc plutôt sur des systèmes de culture déjà plus extensifs avec des rotations sur plusieurs années. Il faut bien comprendre que ça n'est pas une solution de rattrapage, c'est pas parce qu'on s'est loupé sur le travail du sol qu'on va pouvoir semer en direct. C'est vraiment une démarche volontaire et consciente qui s'inscrit dans une démarche plus globale de gestion du sol. Donc vous avez le cas des semis directs dans les couverts Biomax. Alors le couvert Biomax, c'est un mélange de plantes qui ont des systèmes aériens et racinaires complémentaires. Donc ça c'est très étudié en ce moment, et qui sont adaptés à chaque climat localement. Donc il ne s'agit pas de recettes universelles, mais vraiment de techniques qu'il faut définir zone par zone. Donc ce mélange va être déterminé selon les objectifs agronomiques. Si on a un problème de compaction, il va falloir des racines en enracinement profond. Si on veut faire une récolte et avoir un fourrage d'appoint, tout simplement, ou simplement une couverture du sol. Donc dans tous les cas, le couvert va contenir une plante haute et rigide, sur laquelle s'enroule une autre espèce, et au pied desquelles pousse une plante d'ombre qui est couvrante. Donc ce mélange doit impérativement inclure des légumineuses. Il est semé juste après la récolte, le jour même. Donc les graines vont bénéficier de l'humidité qui reste dans le sol. Et on aura une production de matière sèche qui sera en relation avec la somme de températures reçues, c'est-à-dire avec la date à laquelle, en gros, on fait le semis. Ce couvert, s'il est détruit et laissé, si les résidus sont laissés, va restituer de l'azote aux cultures suivantes pendant des années. Donc on parle de couvert Biomax parce que c'est extrêmement productif sur le plan de la biomasse. Alors il existe différents mélanges Biomax. Vous avez les mélanges avec les espèces qui sont indiquées dans la colonne de gauche, les doses de semis requises pour chacune des espèces en kilos par hectare, et les effets attendus. Vous avez par exemple un mélange Faceli. Alors la Faceli est une plante plutôt rampante et couvrante. Faceli moutarde, 5 kg de Faceli par hectare et 4 kg de semences de moutarde par hectare. Donc ça c'est un mélange de base. Et puis vous avez des mélanges plus complexes, donc les mélanges Biomax par exemple, celui qui est encadré en rouge, tournesol, Faceli, radis, avoine, radis, une autre variété de radis, févrole, pois, vesse, lin. Donc vous avez beaucoup de légumineuses, févrole, pois, vesse, et puis vraiment beaucoup de plantes avec des architectures, des ports très différents. Donc celui-là, vous pouvez espérer avoir 10 tonnes par hectare de matière sèche et 200 unités d'azote restituées. Donc 200 unités d'azote restituées, ça signifie quasiment qu'il n'est pas nécessaire, alors ça sera peut-être pas l'intégralité, ça sera peut-être pas restitué la première année, mais ça veut dire que le sol va déjà pourvoir une grande partie des besoins de la culture suivante en azote. Vous avez ici un exemple de semi-direct dans un couvert végétal Biomax. C'est assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Ici, il n'y a même pas de déchômage. Donc vous avez un travail superficiel léger, sur le lit de semence, à 2-3 cm maxi, suivi d'un roulage. Et le semis donc, est effectué directement après avoir détruit, couché en fait, simplement cette culture Biomax. Donc on sème dans une culture détruite. Et vous avez le résultat ici avec la levée, une levée de blé qui est relativement homogène, on voit, avec énormément encore de résidus de la culture précédente. C'est toutes les zones de paille qu'on voit jaune-blanche sur la photo. Donc là, on est vraiment dans des techniques ultra simplifiées qui peuvent présenter des avantages. En tout cas, il y a beaucoup d'agriculteurs que ça intéresse, même s'il faut des outils adaptés, des semoirs spécifiques. Ça demande d'investir ou de se coordonner avec des gens qui le font déjà pour pouvoir partager du matériel spécifique. Alors ces techniques de travail simplifié du sol sont en progression. Vous avez ici une carte en haut à gauche des surfaces sans labour en France.
Donc ça représente 47%. En 2017, ça représente 47% des surfaces. Vous voyez que certaines régions sont plus en avance que d'autres, hein, notamment le sud-ouest ou l'est. Ce travail simplifié du sol concerne 47%, c'est-à-dire à peu près la moitié des superficies de grandes cultures. Donc c'est devenu assez important. Ça concerne essentiellement les mélanges fourragers, le lin oléagineux, le colza et le blé. Seulement 6% des surfaces sont conduites en semi-direct, mais c'est plus, c'est 3% en 2014, donc c'est beaucoup plus. Mentionnons aussi que 64% des sols de grande culture sont semés donc en culture d'hiver, donc c'est-à-dire que la question de la couverture ne se pose pas, et 22% en culture de printemps, qui sont précédés d'un couvert hivernal. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie maintenant des cultures qui ne laissent pas le sol nu l'hiver. Même si vous en trouvez quand même pas mal. Hein. Alors 14% des surfaces de culture justement sont précédées d'un sol totalement nu l'hiver. C'était 17% en 2014 et 20% en 2011. Donc en une décennie, là, on a vraiment une pratique du sol nu qui tend à régresser. Pour clôturer cette partie, je vous propose de regarder 2 documentaires, donc intitulés Culture sous couvert et Semi-direct de maïs sous couvert, et nous pourrons en discuter lors des phases en présentiel.